Bonjour, nous sommes le mercredi 30 janvier 2019 et aujourd'hui un exposé dont le titre sera «L'embourbement» et je vous parlerai essentiellement de trois grands pays, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Alors je vais commencer par autre chose, je vais commencer par vous parler de ce compte-rendu de la traduction en allemand de Le Dernier qui s'en va éteint la lumière. Ça a paru dans une revue allemande qui s'appelle Rubicon, le Rubicon, qui est une revue de gauche. Et j'ai lu avec attention ce long compte-rendu, non pas pour essayer d'apprendre des choses, j'ai écrit le livre moi-même, mais pour voir comment il est perçu, comment un lecteur lit ce qu'il lit. Et j'ai été relativement surpris quand même, parce que de la même manière que quand j'avais fait une émission qui s'appelait Science critique, et où le titre qui avait été mis par la personne qui m'interrogeait, c'était «Se débarrasser du capitalisme est une question de survie», qui n'était pas une chose que j'ai dite, je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça, mais c'était la conclusion que la personne qui m'interrogeait avait tiré de ce que je dis et en avait fait le titre. C'était bien vu, au point que j'en ai fait moi le titre d'un recueil de chroniques paru dans différents magazines et en particulier dans le journal Le Monde. La lecture par Rubicon est bien faite. Je n'ai rien lu dans ce compte-rendu dont je me dis que je ne l'ai pas dit. Je suis quand même assez surpris du portrait général qui est dressé, qui est de dire que ma vision est effectivement extrêmement pessimiste, que j'ai le sentiment qu'il n'y a rien moyen de faire. Ce n'est pas ça mon sentiment intérieur quand j'écris des choses comme ce livre. Ce livre en particulier, je l'avais écrit comme un lanceur d'alerte pour dire voilà, il y a un risque d'extinction de l'humanité. Et je suis très content que ça ait été publié en 2016, que sur les 3 ans qui sont écoulés, une prise de conscience, une véritable prise de conscience ait lieu. Quand le livre est sorti, il n'y avait pas grand monde pour dire il y a un risque d'extinction. Et là, des enfants des écoles font la grève à propos de ça, toutes les semaines, aux grandes dames de leurs parents et de leurs enseignants. Il y a des manifestations, il y a des mouvements qui sont lancés. Je ne dis pas que c'est moi qui ai lancé ça, j'étais sans doute sensible à quelque chose qui était dans l'air du temps, mais en tout cas, il y avait là un sentiment qui méritait qu'on lui donne un nom, qu'on lui donne une étiquette, qu'on dise, voilà, comme l'a fait d'ailleurs Fayard en mettant un bandeau en bas du livre, essai sur l'extinction. Mon portrait est donc considéré par le lecteur de Rubicon comme un portrait pessimiste, disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je n'avais pas le sentiment que dans ce livre déjà j'attirais l'attention sur le fait que le scénario le plus probable est que, vu notre génie technologique, nous arriverons à produire des machines qui survivront, qui nous survivront et qui pourront se reproduire, s'entretenir, continuer à la surface de la Terre comme une manifestation du vivant à base de silicium plutôt que carbone. Encore que maintenant on ait commencé à faire des robots qui ressemblent davantage à des animaux. Les robots mous vont apparaître. C'est là l'image, sans doute, lucide de notre futur probable. Ce qui ne veut pas dire que notre futur tel qu'il aura lieu, parce qu'il est possible, par exemple, comme je le signalais l'autre jour, que nous mettions avec succès les machines au service de l'humanité pour résoudre nos problèmes et que nous puissions maintenir notre planète comme étant l'environnement dans lequel nous continuerons à vivre
prospère pendant un certain temps. C'est possible, je l'espère, c'est possible. Ça ne me paraît pas le scénario le plus probable, mais c'est à portée de la main, c'est faisable, c'est faisable. Quand je regarde l'actualité autour de moi, France, Grande-Bretagne et États-Unis, je ne vois là pas non plus de source d'encouragement majeure. Vous le savez, je l'annonce ici, je n'ai beaucoup de sympathie pour le mouvement Place Publique en France, auquel je me suis rallié. Et je ne suis pas le seul Belge apparemment, puisque hier, à l'Élysée-Montmartre, M. Paul Magnette, un Belge connu, est venu se joindre aux personnes qui étaient là. Moi, je n'ai pas pu. Demain, à Vannes, à 18h, au café Le Trussac, aura lieu la réunion des sympathisants de Place Publique dans le Morbihan et de plus loin si vous voulez. Donc à 18h au Trussac, les sympathisants de Place Publique. Alors qu'est-ce que Place Publique essaie de faire? Place Publique essaie de rassembler les forces dispersées maintenant à gauche en France. Il n'y a pas de tentative véritable de rallier. Des contacts ont eu lieu, d'après ce que j'ai entendu dire, mais il n'y a pas de véritable tentative de rallier l'une des grandes composantes de la gauche en France, historiquement, et non seulement historiquement en France, mais à l'échelle mondiale. Vous le savez sans doute, l'Organisation internationale de travailleurs, qui a vécu de 1864 à 1876, était partagée en son sein en deux grands courants. Il y en avait un troisième, il y avait des proudhoniens. En deux grands courants, ceux qui se disaient marxistes, ceux qui se disaient anti-autoritaires et manifestaient ainsi leur opposition aux marxistes. Ces deux grandes tendances se sont retrouvées dans l'histoire, séparées, parfois en conflit d'ailleurs, en conflit parfois violent, comme ça a été le cas durant la guerre civile en Espagne, se regardant sinon en chien de faïence. Je ne pense pas qu'il soit réalisable, envisageable d'essayer de réunir ces deux tendances. Il y a une tendance en France qui, dans la grande tradition du marxisme, il y a bien entendu le Parti communiste qui est toujours là et il y a la France insoumise. Place Publique s'efforce de réunir les forces du reste, c'est-à-dire donc de ce qui représente la tendance anti-autoritaire de l'internationale des travailleurs du 19e siècle, mais comme je le disais, deux tendances à l'intérieur de la gauche qui sont difficiles à réconcilier. Je ne vais pas entrer dans les raisons pour lesquelles, mais il me semble important qu'il y ait un rassemblement des forces non autoritaires en France, en Belgique, partout dans le monde. Cela paraît extrêmement difficile, mais je ne vois pas de raison, liée aux convictions, aux choses que nous défendons qui empêcheraient cette unification. J'ai d'ailleurs été surpris en regardant hier une vidéo enregistrée à Commercy par des gilets jaunes, de m'apercevoir que quand j'écoutais les revendications de ces personnes qui étaient réunies là, qu'elles coïncidaient, je dirais, je n'ai pas vu de différence essentielle entre ce qui était dit là par les gilets jaunes et ce qui est dit par ailleurs par Place Publique. Il faut faire cet effort, il faut essayer de réunir l'ensemble de ces forces-là. Il n'est pas cette gauche-là, la gauche non autoritaire, a souffert énormément. Elle a souffert énormément de ce qui était appelé un réalisme, mais en fait, qui a été la tentation de elle a cette tendance à succomber aux sirènes de l'ultralibéralisme. Elle confond parfois les deux.
il y a quelqu'un qui m'envoie un long mail ce matin, très aimable, très ultra-libéral, et qui glisse dans la conversation: je suis de gauche. Non, monsieur, non, 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 il y a malentendu. Tout ce que vous dites là n'est pas de gauche. Vous dites ça par tradition, mais c'est pas ça. Il y a un truc historiquement qui s'appelle le socialisme, qui correspond avec l'anarchisme à ce courant non autoritaire de l'ancienne internationale. Il y a moyen nous pouvons nous réunir autour de grands thèmes comme l'extension, pas l'extinction, de la gratuité, l'interdiction de la spéculation, une Europe qui soit une Europe véritablement confédérale et fraternelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Inscrire l'État-providence dans les constitutions et un certain nombre de choses de cet ordre-là qu'on peut trouver énoncées dans mon petit livre Vers un nouveau monde, qui m'avait été commandé par, par des amis de M. Magnette précisément. Voilà pour la France. Il faut que, au moins pour les européennes, vous connaissez mon scepticisme à l'égard de ce qu'on peut faire ou non à l'intérieur du Parlement, mais il faut que, voilà, pour le mois de mai, que cette gauche historique et qui a l'avenir devant elle, malgré son impossibilité à aller de manière unie dans cette direction, elle a l'avenir devant elle, pour autant qu'il y ait un avenir. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Il faut se réunir, il faut mettre ensemble ces propositions, il faut que les gens s'y réunissent autour de cela. Deuxième chapitre, la Grande-Bretagne, le Brexit. J'ai attiré l'attention là-dessus. Il y a un certain nombre de gens qui connaissent bien les questions de renseignement et qui disent que le vote en faveur du Brexit est une opération russe, et qu'il faudrait traiter les choses de ce point de vue-là comme il faudrait considérer le vote qui a eu lieu au référendum. C'est pas les Russes qui ont mis le référendum sur pied, mais le fait que le vote était négatif, il faut considérer ça. Il faudrait que les Britanniques considèrent ça comme un acte de guerre d'une puissance étrangère. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui s'occupent de ça en ce moment. On n'en parle pas énormément, parce que ce qu'on a pu voir hier à la Chambre des communes, c'était le spectacle affligeant d'une démocratie en très 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 petite forme, des quantités d'amendements visant à essayer justement de colmater les brèches. Ça n'a pas donné grand-chose. Finalement, Madame May a eu raison, c'est-à-dire que on lui a dit d'essayer de recommencer. On va recommencer à partir de zéro. Les Européens, l'Union européenne, les représentants de l'Union européenne ne sont pas disposés à écouter une fois de plus la mise devant eux, non pas d'un programme de Madame May, mais simplement de l'étalement de l'incapacité des Britanniques à remettre leur nation en place. Les firmes quittent en masse. Elles pourraient les quitter pour de bonnes raisons aussi, parce qu'on augmenterait les impôts, des choses comme ça, mais non, c'est la désorganisation qui conduit les firmes à partir. La livre sterling s'écrase au sol, et ainsi de suite. Ce pays est en mauvaise passe. C'est un pays où j'ai habité 11 ans, d'abord 10 ans à Cambridge comme étudiant d'abord, et puis comme jeune enseignant, et puis encore un an après à travailler dans la CTI, à travailler dans le cœur financier de Londres, où j'ai appris beaucoup de choses. Petite remarque en passant, il y a quand même deux personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie, dans la mesure où elles m'ont permis d'apprendre un tas de choses extraordinaires. C'est M. Lingard qui m'a de but en blanc dit
rejoignez-nous, venez dans notre équipe d'intelligence artificielle à Ipswich, chez British Telecom. Et je lui ai répondu, monsieur, je fais absolument rien dans ce domaine, mais il m'a dit, on a besoin de gens comme vous dans notre domaine maintenant. C'était un grand honneur, merci monsieur Lingard. Et ensuite, monsieur Jean-François Casanova à Paris, qui m'a dit, lui c'était quelques années plus tard, qui m'a dit on a besoin de gens comme vous dans la banque. Et là aussi je lui ai dit je ne suis pas banquier, et il m'a dit si, on a besoin de gens comme vous. Ce sont deux personnes, ça m'est venu comme ça au milieu de ma petite vidéo, mais ce sont deux personnes qui m'ont permis d'apprendre des choses extraordinaires. Je ne serais pas allé sans doute dans ces domaines-là. Non, je suis quasiment sûr, je ne serais pas allé dans ces domaines-là s'il n'y avait pas eu des gens comme eux pour me dire venez, on a besoin de gens comme vous. Ça ne me serait pas passé par la tête. Et en plus, si ça m'était passé par la tête, je me serais dit que je n'avais pas les qualifications et je ne serais pas allé. Dernier chapitre dans ma petite vidéo, les États-Unis. Pour ce qui est de l'embourbement, alors là aussi, hein, on est vraiment, ça colle vraiment au talon, hein, ça colle vraiment aux bottes. Hier soir, une réunion du conseil, des conseils de sécurité en fait des États-Unis, et où tous ces braves gens qui étaient là, représentants de la CIA, services de renseignement, etc., on dit non, M. Trump se trompe sur, dans son évaluation de la situation des États-Unis par rapport à l'Iran. M. Trump se trompe dans son évaluation de notre situation par rapport à la Corée du Nord. M. Trump se trompe dans son évaluation du savoir si ISIS, Daesh, a été vaincu ou non. Et un grand silence a entouré la question de savoir s'il était payant, s'il était intéressant de construire un grand mur à la frontière du Mexique. Donc un pays où publiquement, voilà, vous pouviez écouter ça, moi aussi, les dirigeants du Conseil de sécurité du pays disent notre président de la République a tout faux. Et les politiques qu'il applique en ce moment, retrait de Syrie, d'Afghanistan, sont des erreurs, laissant entendre que son mur avec le Mexique ne mérite pas même la moindre attention. Et on a appris dans la journée hier aussi que lors du dernier G20 en novembre, alors que M. Trump avait annoncé qu'il renonçait à une discussion avec M. Poutine, la discussion a quand même eu lieu en secret. 3 personnes dans la salle, M. Poutine, M. Trump et l'interprète M. Poutine, et pas de second américain en plus de M. Trump, et réunion non connue du public autour de lui et connue uniquement ce matin par une indiscrétion. Alors, je termine sur le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Vous voyez pourquoi j'écris un livre comme celui-là. Celui qui s'appelle Le dernier qui s'en va éteint la lumière, celui qui s'appelle Défense et illustration du genre humain est une sorte, je dirais, de prolongement donnant toute la couleur, mettant tout le relief, ajoutant tous les éléments qui manquaient, comme le transhumanisme, les religions et ainsi de suite. Mais le message de défense et illustration du genre humain est le même. Je voulais l'appeler Qui étions-nous ? C'est l'éditeur qui a pris la décision que ça s'appellerait autrement. C'est le prolongement. Je crois que on me dit oui, c'est terrible, il ne faut pas faire peur aux gens. Et là, je réponds toujours si l'anxiété, dont on ne connaît pas l'origine, l'angoisse, ce n'est pas des bonnes choses, mais la peur, c'est un excellent sentiment. C'est avec la joie qui nous ou la conviction qui nous porte en avant,
la peur qui nous oblige à faire machine arrière, c'est très bon aussi. Il y a la fuite en avant qui est justifiée dans certaines situations, et puis il y a la fuite en arrière qui est justifiée dans d'autres. Et il faudrait que nous ayons un peu plus peur. J'insiste ces jours-ci sur le fait que c'est peut-être parce que je n'arrive pas à vous convaincre de la taille des événements, de l'extinction, de ce que fait monsieur Trump et qui ne devrait pas faire, c'est parce que je n'arrive pas à vous transmettre le sentiment de la taille de ces événements que vous ne me suivez pas beaucoup. Si, vous me suivez, mais d'un air distrait, d'un œil distrait. Enfin, je ne devrais pas dire ça, puisque effectivement, dans les 3 ans qui nous séparent de la publication de Le dernier qui s'en va éteindre la lumière, il s'est passé beaucoup de choses. C'est peut-être moi qui suis impatient. Peut-être que dans 3 ans, espérons, je serai content de revoir cette vidéo en me disant eh bien voilà, c'est simplement que j'étais impatient, les choses étaient en train de se passer. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur une bonne note, sur une note optimiste. Allez, à bientôt.